viable et vérifiable. Donc ça, c'est le résumé ou bien l'objectif principal de ce projet Digitac qui a bien sûr débuté donc en 2021 et c'est la ligne droite pour sa clôture. Donc au cours de ce projet, bien sûr, moi je ne m'attendais pas en tous les cas à tout ce trajet-là, ou bien ce long chemin. Quand on a commencé, moi j'ai pensé, c'est la mise en place d'une plateforme. Déjà, les gens sont prêts donc à mettre en place cette plateforme, l'affichage et tout, mais finalement, c'était vraiment très, très enrichissant sur le plan personnel. C'était vraiment intéressant. Intéressant dans le sens où, quand on est arrivé à cette histoire de Work Package 2 et Work Package, le lot de travail numéro 3, quand on a commencé à mettre en place les formations, le contenu et tout, mais finalement, c'est un autre monde sur le plan scientifique et technique. Nous avons découvert certaines techniques, certaines méthodes de ce qu'on appelle pour l'amélioration continue. Nous avons découvert des outils de modélisation pour les ATS et pour les ingénieurs informatiques. Donc, j'espère que vous allez bénéficier, vous allez profiter de tout ça pour vous améliorer. Donc, ma conférence, donc, il y a, je pense, une dizaine de conférences, mais nous avons choisi juste l'essentiel pour vous. On ne peut pas vous parler du tout, mais nous avons essayé de sélectionner un certain nombre de conférences, à savoir sur la digitalisation des processus, indicateurs et processus et tableau de bord, un peu sur la modélisation par un certain nombre d'outils qu'on va présenter beaucoup plus pour les ingénieurs et les techniciens en informatique, les enseignants, donc je pense que c'est un aspect trop technique, donc ça ne va pas les intéresser beaucoup, mais nous allons faire des ateliers au cours de cette formation pour ceux qui sont présents ici. Pour les prochains jours, nous allons faire quelques ateliers, voir comment préparer un processus, comment le modéliser et bien sûr comment l'exécuter, que ce soit manuellement ou bien automatiquement. J'espère qu'on réussira cette opération. Donc, donc la conférence d'aujourd'hui, donc ça va être sur la digitalisation des processus. Donc, nous allons essayer de voir quelques généralités, quelques définitions sur la digitalisation, quelques outils, les processus, les méthodes et bien sûr les méthodes de modélisation que je vais essayer donc de synthétiser rapidement. Donc, il n'y aura pas de technique ici, mais c'est juste présenter les méthodes, l'application ou bien le détail. Nous allons les voir prochainement dans les prochaines conférences ou bien rencontres. Je ne sais pas, donc, pour la formation, donc nous allons avoir les responsables et les ATS, mais par la suite, nous allons avoir même les étudiants sur un aspect bien déterminé, bien défini. Nous avons déjà choisi le thème qui sera le développement durable à l'université pour les étudiants. Comme je pense la tradition l'impose, si on parle de la digitalisation, nous allons parler de la définition. La définition de la digitalisation, donc elle se résume en quelques mots. Donc c'est l'adoption par une entreprise quelconque des méthodes de travail innovatrices en s'appuyant sur les progrès technologiques. C'est normal. Vous allez changer votre mode de vie, vous allez changer votre manière de réfléchir, vous allez changer votre manière de gérer les choses. Si vous êtes en train de gérer les choses par les papiers, par les échanges via des courriers signés et envoyés par voie postale, par voie de vague-mètre, maintenant donc avec la technologie, avec les méthodes novatrices, donc c'est des emails, c'est des signatures numériques, donc on n'a plus besoin de papier. Donc, c'est une mutation dans nos services, dans nos mentalités, basée sur des outils numériques à travers lesquels l'entreprise améliore ou remplace ses pratiques existantes à l'aide de nouvelles technologies, tout en modifiant sa culture. Comme j'ai dit, si vous avez l'habitude d'envoyer un courrier habituel avec version papier, maintenant, il faut l'oublier, passer carrément à des emails ou bien carrément à des plateformes où vous pouvez récupérer ces informations
directement. Donc, pour vous dire ce que j'ai vu, c'est ce que je voulais faire à chaque fois, mais malheureusement, j'ai pas le temps, ou bien les moyens ne suivent pas. En regardant dans des universités européennes, un recteur, un responsable, il n'a pas besoin d'appeler qui que ce soit pour avoir une information. Il est dans son bureau, il suffit qu'il exécute une tâche, il va avoir tout ce qu'il veut comme information. Le personnel, je ne vais pas appeler ceci pour me donner le nombre d'enseignants. Je n'ai pas besoin de l'appeler. Et M. Lecter, donc, il n'a pas besoin d'appeler M. B pour avoir le nombre d'étudiants, ou bien nombre d'étudiants par faculté, par filière. Il est dans son bureau, donc il a une plateforme, un système d'information qui est bien sûr, bien travaillé, bien fait. Il n'a qu'à exécuter donc une requête pour la pédagogie. Il va avoir tout ce qu'il veut concernant cette pédagogie, ou bien le personnel, ou bien le budget, tout ce qu'il veut. L'essentiel, c'est que l'information, elle est fiable, elle est introduite par quelqu'un qu'on connaît, qui est bien défini. Nous allons arriver donc à la fin de cette présentation, comment préparer donc un processus, la méthode d'appréhender donc un processus, c'est de délimiter un peu le périmètre de ce processus-là, définir donc les personnes qui vont intervenir, qui sont les acteurs, et comme ça, vous êtes sûr que l'information donc elle est fiable, elle est bonne, donc automatiquement, quand je récupère l'information sur le personnel ou bien sur la pédagogie, donc elle est bonne. Donc ici, même cette mutation, vous avez remarqué quand on a commencé donc avec Progress en 2018, je disais toujours qu'il ne faut pas oublier les anciennes méthodes, il faut toujours la maintenir en comparant donc avec ce nouveau système qui est Progress par exemple, qui rentre dans le cadre de la numérisation du secteur de l'enseignement supérieur. Donc il faut qu'elle soit cette mutation, ce changement, il faut qu'il soit progressif. Tout simplement, c'est pour éviter ce qu'il y ait des cassures, à ce qu'il y ait des pertes. Si je vais passer directement à la numérisation et que j'ai abandonné rapidement les anciennes méthodes, je risque de perdre beaucoup de choses, même de ne pas réussir l'opération de numérisation. Donc, il faut aller doucement, il faut aller progressif, il faut toujours garder ce qui fonctionne avant de passer à ce qui est nouveau. Donc, j'ai un certain nombre de questions sur ce slide-là. Je ne sais pas si vous pouvez répondre ou pas, sinon je vais passer directement à répondre par moi-même. Donc, qu'est-ce qu'un processus? On le fait toujours. Si quelqu'un veut acheter quelque chose, un doyen ou un secrétaire général ou bien un chef de département, si vous voulez acheter quelque chose, donc il y a un certain nombre de procédures donc, à suivre. En fait, c'est un ensemble d'activités. Donc là, pour un processus, c'est une suite d'activités, bien sûr dans un ordre bien défini, chronologique, qui utilise des éléments d'entrée pour produire un ou plusieurs résultats escomptés. J'ai envie d'acheter quelque chose, donc ce n'est pas l'argent de poche, donc je suis dans une administration publique, je dois respecter un certain nombre d'activités qui sont par ordre chronologique. Je ne peux pas aller acheter sans passer par le visa de siège, par exemple. J'ai envie de recruter donc un enseignant, je ne peux pas le recruter comme je veux, je dois respecter donc un certain nombre d'étapes, du début jusqu'à la fin. Toutes ces étapes-là, donc on l'appelle un processus. Donc quand il s'agit par exemple des objets, comme dans le cas des usines par exemple, donc on l'appelle un flux physique, parce que vous allez véhiculer quelque chose, un objet. Quand il s'agit d'informations, donc on les appelle aussi un flux d'informations, parce que je véhicule quelque chose qui est, on va dire, qui n'est pas physique. Donc, ce sont ce qu'on appelle des flux ou bien des processus opérationnels. Nous allons revenir sur des définitions de processus opérationnels ou bien des processus support qui sont en général dans le cadre des flux d'informations. Donc, si je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, si je ne sais pas quel résultat que je vais avoir à la fin de mon processus, donc ça ne sert à rien d'aller loin ou bien de penser à digitaliser. Ce sont deux questions qui sont très très importantes dans n'importe quel processus. Qu'est-ce que je dois faire? Où je vais aller? Un processus métier. Un processus de manière générale, et maintenant donc c'est un processus métier. Donc là, c'est toujours une séquence d'activités, mais cette fois-ci, donc il présente un intérêt particulier pour une organisation quelconque.
Pour le recrutement, c'est d'avoir des compétences pour l'université. Pour une usine, c'est d'améliorer un produit final qui va nous rapporter de l'argent à cette entreprise. Donc, sauf que, ici, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est par rapport donc, à ces processus opérationnels et ces processus métiers. Donc, un processus métier, donc, il apporte une valeur ajoutée à l'organisation. Si je prends le cas de processus support, un processus support, c'est un processus qui va permettre d'aider, ou bien aider le processus métier à se réaliser correctement en allant de point A au point B. Donc ici, par exemple, pour un peu vous schématiser ces processus, nous avons trois exemples de processus. Nous avons par exemple le processus de demande d'achat. Donc vous avez un devis qui sera demandé par quelqu'un. Donc, et puis vous avez la commande du client qui va être formalisé. Vous allez vérifier le stock, par exemple, est-ce que vous avez le produit ou vous n'avez pas le produit. Et donc, vous allez jusqu'à la facturation du client. Par exemple, c'est un processus ou bien c'est un flux de vente. Vous avez aussi le flux d'achat, comme vous avez aussi dans une entreprise, par exemple, le flux d'ordre de fabrication d'un produit quelconque. Donc, toutes ces tâches-là, donc, elles constituent donc un processus pour chaque niveau ou bien pour chaque entreprise. Tout dépend de ce que vous voulez avoir à la fin. Donc là, un processus métier, donc il peut être opérationnel, il peut être support, ou bien un processus donc, de pilotage. Donc opérationnel, bien sûr, donc il est l'essentiel dans l'entreprise parce que il crée une valeur ajoutée donc, pour l'entreprise. Donc vous avez celui de support, c'est ce processus-là qui va aider l'entreprise ou bien qui va aider le processus opérationnel pour s'exécuter correctement. Et vous avez donc le pilotage qui est en relation donc avec la gestion, avec le manager. Bien sûr, c'est la qualité et la performance. C'est ceux en général qui veillent sur le bon fonctionnement de ces processus. C'est eux qui veillent pour leur réorganisation. C'est eux qui veillent aussi sur le changement ou bien l'amélioration continue de nos processus. Qu'est-ce que le BPM, le Business Process Management? Donc là, le BPM, c'est l'un des outils quand même et des méthodes qui vont nous permettre de modéliser n'importe quel processus. Nous allons voir dans le détail quelques outils qui vont nous permettre de modéliser les processus. Donc là, le BPM, c'est une approche structurée. Donc on fait tous des choses. Recruter quelqu'un, on sait très bien, faire l'appel, et candidature, ainsi de suite, évaluation des dossiers, et ainsi de suite, jusqu'à l'installation, bien la signature du PV d'installation. Mais là, sachez bien qu'il y a une méthode bien structurée pour faire tout ça. Même si c'est des choses qu'on fait quotidiennement, qu'on fait chaque jour, mais sachez bien que tout est modélisé, tout est structuré. Donc, cet outil-là, donc, il nous permet quand même d'avoir une approche structurée, de définir, de gérer, d'améliorer les étapes d'un processus métier du début jusqu'à la fin. En fait, si vous allez structurer votre processus, si vous connaissez bien les différentes étapes de votre processus, vous pouvez toujours intervenir là où ça coince, là où ça ne marche pas, parce que c'est une manière aussi d'avoir donc un processus qui est explicite et vous connaissez toutes les étapes pour que vous puissiez intervenir au bon moment pour le rendre fluide. Cette méthode, donc, ou bien cette approche, donc, elle est intéressante. Donc, elle permet, je l'ai dit déjà, donc, elle permet d'améliorer toujours les processus. Il faut le comprendre, son fonctionnement, l'identifier, tout simplement dans le but de rationaliser, d'automatiser et de réorganiser le processus à chaque fois, c'est nécessaire. Je peux parler pendant 1 heure, pendant 2 heures, juste rien que pour parler de cette histoire d'amélioration et de réorganisation des processus. Je prends le cas de l'inscription d'un étudiant, d'un nouveau bachelier.
entre 2004, 2005, 2018, 2023, 2024, ce processus d'inscription dans l'étude d'un nouveau bachelier a été amélioré, a été réorganisé, au point où on est arrivé donc l'année passée, c'est 0 papier. Donc, nous pouvons dire beaucoup de choses sur cette histoire-là de processus de réorganisation ou bien de modélisation d'un processus quelconque. Donc là, pour l'amélioration continue, donc là, on vous présente quelques outils qui sont TQM, Six Sigma, Learn, Kaizen. Donc, ce sont des outils de l'amélioration continue. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais j'espère qu'on pourra un jour, avec nos collègues, de voir toutes ces techniques ou bien toutes ces méthodes d'amélioration continue pour améliorer donc un processus quelconque. Mais bien sûr, l'objectif principal de cette organisation, bien de cette approche structurée de n'importe quel processus, c'est bien sûr de réduction des coûts et amélioration de la qualité. Il fut un temps pour l'inscription d'un étudiant, par exemple, donc ça dure peut-être une demi-journée ou bien une journée carrément. Aujourd'hui, c'est 5 minutes, maximum 10 minutes. Donc, si je prends de 2004-2005 jusqu'à aujourd'hui, donc l'étudiant, le processus d'inscription d'un étudiant, d'un nouveau bachelier, donc elle ne dure que 5 minutes, tout simplement à cause de cette digitalisation, bien de cette automatisation d'inscription des étudiants au sein des établissements d'enseignement supérieur. Donc ça, c'est quelques logiciels de BPM qu'on utilise pour la modélisation des processus. Nous avons utilisé Bonitasoft, et puis je pense qu'on l'a abandonné parce qu'il est extrêmement cher. Et puis je pense maintenant on travaille sur le BPM, c'est ça. Je pense qu'on a l'occasion de voir avec les techniciens et les ingénieurs, donc nous allons voir l'automatisation de cet outil, comment automatiser l'exécution d'un processus quelconque. Mais sachez bien qu'avant d'arriver donc à cette automatisation, il y a tout un travail, il y a tout un fichier, il y a tout un tas de choses à remplir, à préparer pour arriver à cette automatisation d'un processus quelconque. Comprendre un processus, ce n'est pas une chose facile, aisée, que vous l'imaginez. Donc là, juste une petite comparaison dans la terminologie qui sera utilisée dans le cadre de ces formations entre le BPM et le workflow. Donc le workflow, c'est les flux de travail, ou bien des travaux. Donc, c'est presque la même chose. Ils sont complémentaires, ils sont synonymes, mais quand même, donc, on peut détecter quelques différences entre ces deux mots. Le BPM, donc, c'est une approche structurée. Donc, vous allez définir les différentes étapes, les grandes étapes beaucoup plus dans votre processus. Mais par contre, le workflow, donc, il décrit exactement l'enchaînement des flux d'un processus, à savoir les tâches à répartir entre les différents acteurs d'un processus. Qu'est-ce qu'il va faire le vice-doyen? Qu'est-ce qu'il va faire le doyen? Qu'est-ce qu'il va faire le sous-directeur du personnel? Son adjoint? Qui va faire l'appel à la communication? Donc, tous les détails seront décrits avec le workflow. Donc, les délais de contrôle et de validation permettent de faire donc, à chacun des acteurs les informations nécessaires à l'exécution de sa tâche. Un vice-doyen dans un processus, par exemple, d'inscription d'étudiants, bien chef du département, il faut qu'on lui montre qu'est-ce qu'il doit faire. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question pourquoi tout ça. Monsieur Bay, vice-recteur aujourd'hui, demain il n'est pas vice-recteur. Vous êtes d'accord? Je ne vais pas rester éternellement en tant que vice-recteur. Mais si je laisse derrière moi toutes ces informations-là, tout le processus d'inscription des nouveaux bacheliers, il est bien ficelé, bien détaillé avec les différentes tâches, le chef de service des enseignements, qu'est-ce qu'il va faire, le chef de service des diplômes, qu'est-ce qu'il va faire, l'ingénieur informatique, qu'est-ce qu'il va faire, le prochain vice-recteur, je vais lui dire, voilà les processus qui sont mis en place au vice-recteur de la pédagogie, maintenant, allez les exécuter seulement. Est-ce que vous avez compris l'intérêt de tout ça? Un chef de département, la même chose. Un doyen, la même chose. Un chef de service, le budget, c'est la même chose. Le personnel, c'est la même chose. Donc, quand on a cette tradition de garder donc, tous ces processus bien ficelés, bien détaillés, le prochain responsable, on ne va pas lui faire une passation de conseil, mais on va lui dire, voilà le flash disk, voilà les processus, allez-y les exécuter, tout simplement. La même chose pour une direction, n'importe quelle direction au sein de l'université. Donc, ils sont les deux choses
ou bien les deux outils, ils sont complémentaires. Il agit à l'échelle macro, on va dire, l'autre il agit à l'échelle micro-processus. Donc, un autre outil qui est le Business Process Management Model and Notation. Donc, c'est la même chose parce que le premier, sauf que celui-là, donc il nous permet quand même d'avoir une structure, un schéma carrément dessiné, si vous voulez. Donc, on peut le faire d'une manière automatique, une exécution automatique, ou comme on peut le dessiner d'une manière manuelle. Donc, norme de modélisation des processus métiers est une méthode normalisée et représentation graphique sous forme de logigramme des processus métiers. Donc, vous avez un processus, vous allez carrément soit l'exécuter d'une manière automatique si vous avez toutes les informations remplies sur un fichier, si ça marche, c'est ça, ou bien vous pouvez le dessiner. Mais vous regardez tous ces symboles-là. Donc, on ne dessine pas n'importe comment. L'entrée, la sortie, les process sont des rectangles, l'entrée c'est un cercle, l'autre c'est un cercle, donc avec un cercle. Donc, c'est des notations qu'il faut respecter. On ne dessine pas comme on veut, c'est normalisé. Donc, le schéma, les dessins, les graphiques, elles ont une signification à chaque niveau de votre processus. Les enjeux de la digitalisation, nous avons déjà parlé un peu de cet enjeu-là. Donc, il permet donc d'accompagner la stratégie de transformation digitale. Donc là, ce que j'ai à dire ici, la stratégie, donc il faut avoir une vision, ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. J'ai un début, j'ai une fin, j'ai de l'argent, j'ai pas de l'argent, j'ai des moyens humains et matériels, je n'ai pas. Donc tout ça, donc il faut avoir une vision et une destination. Sans ces deux choses-là, ça ne sert à rien de penser donc à digitaliser. Je prends le cas des inscriptions des nouveaux bacheliers. Notre tutelle veut qu'on arrive à un moment donné zéro papier pour l'inscription d'un étudiant. Et nous avons réussi l'opération. Donc, ils ont une vision pour leur projet de digitalisation. Nous allons voir par la suite la différence entre un projet et un produit. Donc, un projet de digitalisation, c'est un grand schéma qui va vous permettre d'avoir, comme on appelle, donc un moyen de rendre la vie agréable à ceux qui interviennent dans votre organisation. S'aligner sur les nouveaux modes de travail. Donc, par exemple, comme je l'ai déjà dit, il fut un temps, c'est des courriers, c'est des lettres. Maintenant, c'est des emails qu'il faut traiter, c'est des objets connectés. C'est un email qu'on envoie qu'on traite, qu'on rend la réponse d'une manière systématique sur la boîte mail. Donc, il n'y a plus de papier, il n'y a plus de, comment on appelle, d'échanges physiques entre les administrations, mais c'est beaucoup plus les emails qui marchent. Changez votre culture. Donc, on est arrivé jusque-là à changer notre mode de vie quotidien. Donc, gagner du temps. Un exemple que je vis quotidiennement dans le vice-rectorat, donc c'est cette histoire, par exemple, d'authentification des documents que j'envoie aux gens, aux différentes administrations publiques et privées. Sachez bien qu'on envoie un courrier par poste, il n'arrive jamais, ou bien il arrive après 5-6 mois, mais donc avec le mailing, avec les emails, donc en instantané, ils reçoivent la réponse. Et d'ailleurs, c'est eux qui nous exigent maintenant d'envoyer ce courrier-là d'authentification par mail au lieu de les envoyer par courrier classique. Augmenter la qualité donc, et la sécurité, mais bien sûr, donc, je vous ai dit quand on définit les gens autour de n'importe quel processus, on sait qui va faire quoi. Donc là, nous allons avoir quand même une information fiable et viable et vérifiable aussi. Parce que le responsable qui va introduire l'information, bien qui va donner l'information, donc il est identifié, bien identifié donc, sur le virtuel. Réduire les coûts et générer plus de chiffre d'affaires, je pense ça, c'est normal. Si j'envoie plus de courrier papier, donc je gagne sur le papier, je vais mettre de l'argent de côté que je vais utiliser ailleurs. Même si l'université, donc, elle ne génère pas directement de l'argent à partir de cette numérisation, mais sachez bien que dans les entreprises privées qui ont adopté ça,
ils gagnent beaucoup d'argent, ils gagnent beaucoup de temps par rapport à cette digitalisation. Juste pour un chiffre, par exemple, qu'ils ont annoncé par rapport à la digitalisation des œuvres universitaires et les inscriptions des nouveaux bacheliers, le ministère donc, a récupéré quand même quelques 63 milliards de dinars. Donc, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qu'il faut ignorer. Donc, pour moi, je résume donc, la digitalisation dans les lettres TII, donc la transparence, l'efficacité et l'équité. Sachez bien que cette numérisation, bien cette digitalisation, elle nous permet de régler beaucoup de problèmes de temps si on l'utilise à bon escient ou bien à bon escient d'une manière correcte. Donc, ceux qui travaillent donc avec moi pendant les inscriptions, ils savent très bien que tout le monde est sur le même pied d'égalité et il n'y a pas de passe-droit, il n'y a rien. Tout se passe on traite les gens de la même manière. À mon arrivée, par exemple, en 2018 au vice-lectorat, j'ai la salle d'attente tout le temps pleine. Changement de filière, transfert, et ainsi de suite. Aujourd'hui, Dieu merci, avec la plateforme, le changement de filière, transfert, congé académique et tout, la salle d'attente, elle est presque vide, personne ne vient me voir. Tout simplement, les gens reçoivent les réponses, ils se mettent dans le dossier en ligne, ils reçoivent leurs réponses en ligne, et ça nous permet quand même de ne pas avoir beaucoup de monde à recevoir ou bien à gérer des problèmes au quotidien. Modéliser. Donc là, pour digitaliser, c'est simple. Donc il faut modéliser, il faut avoir un modèle. Sans ça, donc on ne pourra pas, si on ne connaît pas le début et la fin, et les étapes intermédiaires, donc on ne pourra pas modéliser n'importe quel processus. Alors donc là, pour faire ça, donc il faut comprendre les processus actuels, donc il faut les connaître, il faut les maîtriser, il faut connaître les différentes étapes, il faut connaître les étapes qu'il faut digitaliser, pas toutes les étapes qui sont qu'on appelle modélisables. Donc il faut les comprendre, il faut fêter l'information. Si on fait de l'information, ça veut dire que je connais ce que j'ai envie de modéliser ou pas. C'est aussi donc faciliter l'analyse, ça veut dire que je connais les différentes étapes, chaque étape, qu'est-ce qu'il doit faire le concerné dans cette étape-là. Je cherche la complexité, la simplicité de l'étape, qui va intervenir dans cette étape-là, et s'il faut que je vais l'améliorer, donc je vais améliorer ou bien simplifier davantage cette étape-là. Ça veut dire que aussi j'ai une situation bien visée, un processus bien visé que je vais modéliser. À partir de là, donc je pourrais faire passer à la modélisation de mon processus. Donc là, le minimum que je peux avoir pour cette situation visée, au moins ce qu'on appelle l'état macro de la situation que j'ai. Donc, macro, qui va dire macro, ça veut dire que j'ai les grandes étapes de mon processus. Je prends n'importe quel processus, par exemple, de recrutement d'un enseignant ou bien de la TS, ou bien l'inscription d'un nouveau bachelier, par exemple. Donc, je dois mettre au moins les grandes étapes. Par exemple, il va faire cette candidature, sa candidature donc sera traitée et sera sélectionnée, et puis donc le dossier en entretien, et puis donc le dossier sera soumis donc aux instances compétentes pour validation. Mais ça, c'est l'étape macro, c'est la vision, ou bien c'est la situation à l'échelle macro. Donc je vais comparer, je vais gérer ou bien contrôler par le biais des indicateurs, combien j'ai, par exemple, d'enseignants, est-ce que j'ai beaucoup, j'ai peu d'étudiants, est-ce que j'ai beaucoup ou bien peu d'étudiants. Donc, il faut que j'ai tous ces indicateurs-là, au moins un indicateur qui va me permettre au moins d'agir. Pourquoi d'agir? Si j'ai, par exemple, donc, dans un concours de doctorat, par exemple, 3000 étudiants ou bien candidats dans une spécialité quelconque. Donc, si j'ai cet indicateur d'avance, je dois agir rapidement, je dois essayer au moins de préparer les moyens humains et matériels pour que je puisse gérer cette situation. Donc, je ne vais pas attendre le jour J, hop, j'ai 3000 étudiants dans une spécialité qui vont passer le concours de doctorat, alors donc je serai dans la difficulté. Donc là, il va nous permettre, comme tous ces indicateurs-là, ils vont nous permettre quand même de gérer, d'agir, ou bien de contrôler
Est-ce que je suis sur la bonne voie? Je ne suis pas sur la bonne voie. Est-ce que la direction que j'ai choisie, donc elle est bonne? Elle n'est pas bonne. Donc là, c'est aussi de gérer, de contrôler et d'agir pour rectifier n'importe quelle situation où je me trouve. Alors, pourquoi modéliser donc un processus quelconque? C'est bien sûr, vous avez des objectifs, nous avons un début, nous avons une fin, et bien sûr, cette fin-là, en fait, c'est des résultats, et c'est, on va dire, c'est des indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer ou bien de contrôler notre processus. Donc là, modéliser ou cartographier donc un processus, c'est de capturer une séquence de ordonnée d'activités de production, de communication ou de contrôle visant à atteindre l'objectif et aussi les ressources et les acteurs soutenant ces activités. Donc le petit schéma que vous avez ici, donc vous avez les entrées, vous avez les sorties, vous avez les objectifs à atteindre, mais vous avez un certain nombre d'activités à l'intérieur, entre l'entrée et la sortie, mais bien sûr, sans ce processus-là, sans qu'il y ait des acteurs, sans qu'il y ait de ressources, on ne peut rien faire. Il faut l'accompagner, ou bien accompagner ces activités par un certain nombre de personnes qui sont les acteurs, ou bien un certain nombre de moyens qui sont les ressources. Modéliser, c'est de rendre explicite. Explicite permet de définir les différentes étapes dans le moindre détail. Donc chaque étape, chaque personne dans le processus doit être définie d'une manière explicite, d'une manière correcte, pour qu'on puisse le rendre exploitable. L'évaluer, c'est bien. Pourquoi? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon? Ça nous permet quand même d'améliorer ce processus. Aussi, si je connais bien mon processus, je pourrais quand même connaître les parties que je peux modéliser ou bien automatiser. Ce n'est pas toutes les étapes, ce n'est pas toutes les parties qui sont concernées par la modélisation. Je prends le cas des inscriptions. Je reviens sur cet exemple-là que je connais bien, que je maîtrise bien. Ces histoires de numériser ou bien digitalisation de l'inscription d'un étudiant, d'un nouveau bachelier, ou bien même la réinscription d'un nouveau bachelier qui se fait maintenant via la plateforme Progress. Donc là, on a tout automatisé, du paiement de l'étudiant jusqu'à l'apparition de la carte d'étudiant, mais l'étape suivante, elle n'est pas modélisable, c'est la récupération des papiers des étudiants, on ne pourra jamais modéliser cette partie-là. On peut mettre un processus, l'étudiant se présente au département pour récupérer ses papiers, mais on ne pourra jamais la digitaliser parce que nous avons d'autres contraintes. Parce qu'en général, sur un processus quelconque, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul, donc il y a toujours d'autres personnes, bien d'autres processus qui sont en parallèle, qui nous exigent est-ce qu'on doit digitaliser ou pas. Aller présenter un certificat de scolarité numérique au niveau de la CASNOS, ils ne vont jamais l'accepter. Donc, l'étudiant doit se présenter donc, au niveau du département pour récupérer son papier, sa carte d'étudiant et son certificat de scolarité pour qu'il puisse la présenter donc, au niveau de la classe. C'est une obligation. Donc, c'est une partie qu'on ne pourra jamais digitaliser ou bien numériser. Donc, c'est toujours, bien sûr, réduction des coûts et amélioration de la qualité. C'est rendre un peu, je dirais toujours avec cette numérisation, rendre le travail agréable, mais pas une corvée. Nous avons déjà rencontré lors de ces premiers slides, donc nous avons rencontré donc, le mot cartographie ou bien modéliser, c'est presque la même chose, sauf que la modélisation, donc c'est une étude le fonctionnement d'un processus quelconque, mais par contre la cartographie d'un processus, c'est une représentation exhaustive, détaillée, avec des schémas et tout, pour avoir plus de précision et avoir bien sûr l'ensemble, une vision de l'ensemble de votre processus.
Si toujours cette histoire de micro ou de macro processus, donc quand vous avez une vision macro d'un processus quelqu'un, comme je l'ai déjà dit, donc vous avez une vue globale, vous allez décrire juste quelques activités les plus importantes, comme je vous ai dit, par exemple, à l'échelle macro, l'étudiant, il va déposer, il va faire sa demande, il va payer ses frais d'inscription, il récupère ses papiers. Bon, c'est une vision micro. Mais comment payer? Comment récupérer donc cette sexualité? Comment valider son inscription? Donc là, il faut aller vers la description de votre processus dans le détail. Qu'est-ce qu'il va faire l'étudiant quand il va faire sa demande? Qu'est-ce qu'il va faire pour payer donc les frais d'inscription en ligne ou bien en présentiel? Qu'est-ce qu'il va faire l'étudiant? Donc il faut détailler les différentes étapes de paiement des frais d'inscription et bien sûr donc définir tous les mouvements des documents et les technologies utilisées à l'échelle microscopique. Donc c'est ça la différence entre un macroprocessus et un microprocessus. Donc là, on revient tous dans cet outil qui est important qu'on va utiliser, qu'on a déjà utilisé et que vous allez utiliser peut-être lors des ateliers, qui est le BPMN. Donc là, il permet quand même de comprendre donc, le processus et de cartographier des processus parce qu'il va nous permettre de schématiser le processus avec des schémas, avec un logigramme qui va nous permettre bien sûr même de définir, vous allez le voir pour certains d'entre vous, les flux d'informations qui vont aller entre les différents services ou bien acteurs de votre processus. Même des fois, donc, on peut même envoyer un message. Bon, vous imaginez donc un peu difficile, mais c'est possible d'envoyer même un message entre un acteur et un autre et on lui demande de faire telle ou telle tâche parce que ça n'a pas marché. Par exemple, je prends le cas d'une offre de formation qu'on va déposer au niveau du département. Elle va monter vers la faculté pour validation. À ce stade-là, il y a un problème, par exemple, dans le contenu de la formation. Ça ne passe pas, c'est un avis défavorable, donc ce n'est pas le peine de se déplacer, d'aller vers le département et lui dire ça ne marche pas. On peut lui envoyer un flux d'informations sur fond de messages, carrément donc au département, qu'il y a un problème dans votre offre de formation, il faut rectifier votre offre de formation. Automatiquement, l'acteur qui est au département concernant l'offre de formation, il va exécuter donc cette tâche-là, et puis donc il va valider et l'offre de formation, elle va continuer son chemin vers les autres instances. Ce sont juste des exemples comme ça que je vous donne, parce qu'on a travaillé beaucoup sur ces dossiers-là, offre de formation, création de laboratoire, inscription d'un étudiant, offre de formation doctorale. Donc nous avons travaillé sur tous ces processus-là. J'espère qu'on aura l'occasion de les développer avec certains d'entre vous. Donc je pense que j'ai tout dit, hein. Donc, c'est une représentation graphique qui va nous permettre de donner toutes les informations concernant votre... Là, donc, je ne sais pas, c'est une photo. Je vous ai déjà dit que ces langages-là, on n'utilise pas des symboles comme on veut, mais tout est normalisé. Donc, c'est une photo qui reprend un peu la syntaxe ou bien la grammaire de ce BPMN, les entrées comment on les fait, les sorties comment on les représente, les communications entre les différents services comment on les représente, les messages, les tests. Par exemple, si une offre de formation elle est acceptée, donc elle va passer elle va continuer son chemin, donc il faut le représenter avec un losange, mais pas avec un cercle. Si c'est non, donc le schéma, il va revenir en arrière vers le département, on lui envoie donc un message. Le message, donc, il est représenté par un symbole bien défini. Donc, c'est la syntaxe ou bien la grammaire générale de c'est beaucoup plus technique. Je pense que ça va intéresser beaucoup plus les ingénieurs que les autres catégories de personnel. Que signifie donc digitaliser? Donc là, c'est pas la définition, mais en fait, c'est une signification. C'est d'aller d'un point A vers un point B, mais là, il faut avoir une vision, il faut avoir un schéma pour votre processus. Donc là, on parle de vision projet de digitalisation ou bien le produit digitalisation. Quand vous êtes à
une vision d'un projet, comme je vous ai dit, donc presque à l'échelle macro. Donc, il faut avoir quelques étapes. Il a un début, il a une fin. Vous avez donc un budget qui est consommé durant la période de l'existence du projet. Je prends le cas de projet Digitac. Si j'ai une vision de projet, donc j'ai 905 000 euros de projet que je vais consommer pendant 36 mois. J'ai le 21 mai comme date de début, j'ai le 24 octobre comme date de fin, et c'est terminé. C'est ça la vision projet. Le but, c'est d'avoir un objectif qui est la mise en place de cette plateforme, mais si je passe par exemple à une vision produit, qui est la plateforme, elle a un objectif, bien sûr. C'est de gérer tout ce qui est tableau de bord, tout ce qui est paramètres, indicateurs, ainsi de suite, qui va permettre, bien sûr, d'aider tous les responsables à mieux gérer l'assurance qualité donc, au sein de l'établissement. Mais cette plateforme-là, elle ne sera jamais terminée. Mais je vous le dis. Donc, il y a toujours une amélioration, il y a toujours donc un changement, il y a toujours des choses, ce qu'on appelle l'amélioration continue. Donc, elle peut avoir une fin, mais comme on peut ne pas avoir une fin pour ce produit-là qui est la plateforme Digitac. Donc là, la différence entre les deux, pas nécessairement de fin, c'est là où réside la différence entre les deux vision projet et vision produit. Produit, je peux toujours l'améliorer. Donc, je peux vous donner des milliers d'exemples. Je prends le cas d'un bâtiment. Un bâtiment, vous avez donc le projet de construire un bâtiment, vous avez les fondations, vous avez la dernière dalle, vous avez les portes, et ainsi de suite. C'est terminé pour le projet. Vous avez consacré 5 milliards pour la construction de votre bâtiment. Vous l'avez livré, c'est bon. Mais si je prends le cas, un produit de ce bâtiment qui est, par exemple, un appartement, ou bien les portes, ou bien carrément l'accès à ce bâtiment-là. Du jour au lendemain, j'ai l'accès avec la clé. Demain, donc, il y aura l'accès contrôlé donc, avec une carte magnétique. Et demain, il va vous dire, on va placer des caméras. C'est la reconnaissance faciale, c'est l'intelligence artificielle qui va vous permettre d'ouvrir la porte et d'accéder à votre appartement ou bien à votre... D'accord? Donc, c'est ça la différence entre les visions projets et une vision. La même chose aussi pour cette digitalisation au sein des établissements d'enseignement supérieur. Donc, pour moi, par exemple, j'ai toujours respecté donc avec mes collaborateurs donc au vice-rectorat, j'ai une plateforme de gestion, par exemple, des congés académiques, une plateforme de gestion de réintégration, une plateforme de gestion des transferts, changements de filiales, mais j'ai toujours dit non, ce n'est pas suffisant, nous devons améliorer cette plateforme. J'ai besoin de celui qui a fait un transfert, un changement de filiale en 2017, j'ai envie de lui imprimer la réintégration, son changement de transfert, quand est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il a le droit de demander une deuxième fois un transfert ou pas. Donc, il y a cette amélioration. J'ai le projet de numérisation de vice-rectorat, mais mon produit, les différentes plateformes, elles ne sont jamais stables, elles sont toujours dans l'amélioration continue, donc je n'arrêterai jamais d'améliorer mon produit. La même chose dans les entreprises. Vous avez donc un début et une fin, un produit une demande qui arrive, mais à la fin, vous avez un produit. Ce produit-là, il peut être impacté par plusieurs paramètres. En général, c'est l'informatique aujourd'hui qui affecte tous les processus au sein des entreprises. Donc c'est ça, donc si je voyais dans le détail des définitions, donc il vous dit que dans le mode projet, donc il faut avoir peu de variables, et il y a peu de changements, donc et des opérations qui se font naturellement dans ça, donc c'est en fait c'est le mode projet, mais le mode produit, donc peut être toujours affecté par des événements en dehors de votre institution ou bien organisation. Donc là, il y a la question d'un jeu vidéo, la PlayStation, la DS5, demain c'est DS6 et ainsi de suite. Donc là, il y a toujours l'évolution dans la vision produit. Voilà. Donc là, donc quand on est dans le mode produit,
Mais bien sûr, donc, il y a cette évolution continue automatiquement pour les économistes, donc ils connaissent toujours, donc c'est le PDCA, donc c'est qu'on appelle les méthodes PDCA, le DMAIC et l'AGI. Donc il y a toujours l'amélioration continue. Ce sont des outils, ce sont des méthodes qu'on enseigne, qu'on comprend pour améliorer un produit quelconque. Ce n'est pas l'objet. J'espère qu'on aura l'occasion de voir toutes ces méthodes-là. Voilà. On arrive presque à la fin. Donc, la méthode de travail, comment préparer ou bien comment appréhender un processus quelconque. Alors, donc là, c'est délimiter le sujet. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est bien sûr, c'est définir les objectifs. Donc là, comme je l'ai déjà dit, même si on est donc en mode produit, où il y a l'évolution, le changement chaque fois, mais on peut toujours définir les objectifs, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ou bien qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme indicateur donc à la fin de mon processus. Donc voir quels sont les échanges avec l'environnement, voir l'état des lieux, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Par exemple, pour notre cas, dans ce projet Digitac, par exemple, nous avons essayé de voir qu'est-ce qui a été fait déjà au sein de l'enseignement supérieur par rapport à la digitalisation des processus. Est-ce qu'ils ont pris en compte cette approche processus justement pour la numérisation, bien la digitalisation de tous les processus, donc au sein particulièrement la plateforme Progress. J'ai fait, même moi-même, j'ai fait donc une présentation de Progress pour tout le consortium où ils ont compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de travailler comment exploiter les sorties de Progress avec la plateforme digitale qu'on va mettre en place. Donc, ce sont des API, des applications qui vont permettre de récupérer l'information automatiquement et alimenter carrément la plateforme digitale pour afficher les tableaux de bord. Donc là, c'est bien de faire un état des lieux, de voir ce qui a été fait. Ce n'est pas la peine de le refaire, il suffit juste d'exploiter la sortie pour qu'on puisse alimenter l'entrée de quelque chose. Donc, on est en train de travailler sur ça et nous sommes même, je pense, on a même commencé donc un travail donc, avec l'équipe du ministère sur la formation doctorale, comment récupérer les informations, l'application et alimenter la plateforme pour avoir des indicateurs sur la plateforme digitale. Donc, clarifier le projet de digitalisation, donc placer les objectifs, identifier les processus principaux, inventorier les règles, identifier les acteurs, vérifier les liens entre les processus, parce qu'en général, quand on dit un processus, donc on n'est pas seul, comme je l'ai déjà dit. Je fais donc un ensemble d'activités, mais sachez bien qu'il y a toujours des processus qui sont en parallèle. Quel est l'exemple que je vais vous donner? Je prends donc un exemple de l'enseignement supérieur. J'ai commandé donc une pizza. Cette pizza-là, donc, il faut faire une demande. Donc, il y a la maison de pizza qui va préparer la pizza, mais sachez bien qu'il y a en parallèle, par exemple, des choses qui se font qu'on ne connaît pas, qui peuvent affecter le processus principal. Par exemple, le manque d'énergie, le manque de produits pour cette pizza-là peuvent affecter votre processus. Je prends le cas de recrutement, par exemple, je veux revenir à l'enseignement supérieur, je lance un placard de recrutement, mais sachez bien que certaines spécialités, par exemple, le marché, il est pauvre dans certaines spécialités, donc je ne pourrais pas avoir. Mais il se peut qu'il y ait d'autres processus qui sont en parallèle, qui peuvent me régler le problème, comme ils peuvent me bloquer. Donc il faut que je connaisse ces interactions entre mon processus et son environnement et l'état des lieux de ce qui se passe ou bien de ce qui se fait autour de ce processus-là. Choisir les bons outils, c'est très important. Quelle est donc la méthode que vous allez utiliser pour modéliser ou bien pour définir votre processus? Nous allons voir deux méthodes. Et bien sûr, si tout ça donc est prêt, j'ai défini les acteurs, j'ai identifié les acteurs, j'ai fait les liens, l'environnement, ainsi de suite. C'est la communication, les équipes qui vont travailler sur ces processus-là, qui vont exécuter ces processus-là. Je dois discuter avec eux, je dois
communiquer pour que, bien, on va dire vulgariser carrément ces processus-là pour que les gens puissent les exécuter d'une manière correcte. Et c'est toujours en mode produit, par exemple, c'est toujours réajuster, réévaluer votre processus. S'il y a un problème quelque part, si je ne suis pas sur la bonne direction, si je n'ai pas choisi les bons outils, je dois toujours réajuster, réévaluer mon processus. Donc, c'est un travail en continu. Et ça, en général, c'est le manager qui fait ce boulot. Parmi les méthodes, par exemple, de définition ou bien de définition des processus, c'est la méthode CEPOC. C'est une méthode dont les initiales représentent donc le supplier, l'input processus et output and customer, donc les fournisseurs, les entrées, les processus et les sorties clients. Donc là, c'est une méthode en général qu'on peut appliquer avant celle de BPMN qu'on va voir pour la modélisation ou bien pour l'exécution automatique ou bien la représentation graphique de votre processus. Donc là, cette méthode, donc, elle nous permet par exemple, là c'est un exemple de pizza emportée, donc là ça nous permet quand même de définir pas mal de choses. Donc on prépare la définition de notre processus de la manière suivante. Donc vous avez le fournisseur, vous avez les entrées, vous avez les processus, vous avez les sorties, vous avez les clients, et bien sûr donc à la fin vous avez ce qu'on appelle les indicateurs pour n'importe quel processus. Vous allez me dire quelle est la relation avec l'enseignement supérieur. C'est très simple. Je prends par exemple, bon, il faut l'adapter. Ça, c'est pour les entreprises. En général, cette technique-là, ce que je connais sur la technique, en général, donc, on se met autour d'une table. Vous avez donc le manager de l'entreprise, vous avez les fournisseurs, vous avez l'équipe dirigeante de l'entreprise. On se met autour d'une table, on place CEPOC sur le tableau et chacun, il va prendre donc un processus avec des postiches et il peut coller. D'accord? Les fournisseurs, c'est qui? Les entrées, c'est quoi? Les processus, c'est quoi? Et ainsi de suite. Donc là, on pourra avoir tous les processus de l'entreprise avec les indicateurs donc, à la fin. Donc on peut imaginer ce système-là. Mais pour, par exemple, l'enseignement supérieur, je peux adapter cette méthode-là à, par exemple, au lieu qu'il soit fournisseur, c'est le contexte. Domaine de formation. D'accord? Domaine de formation, quand on voit le RNQS, donc vous avez des choses à l'intérieur, par exemple, avoir une offre de formation, une nouvelle offre de formation. Donc, ce n'est pas le fournisseur, mais c'est le contexte là où on est, qu'on va essayer de placer et de définir les différentes parties avec les indicateurs. Donc, quand on fait ça, donc, et puis, donc, il y a on arrive la méthode BPMN qui va nous permettre d'exécuter ou bien de cartographier carrément le processus avec des schémas et tout. Donc là, la première étape, c'est de définir le périmètre du processus. Définir le périmètre du processus, donc déjà vous allez avoir ce qu'on appelle un jeton d'exécution. Jeton d'exécution, donc peut-être c'est une nouveauté pour certains. Quand on regarde sa définition, c'est une application qui va permettre la transmission des données entre les différentes parties de votre processus. Quand je délimite le périmètre de mon processus, donc comme je l'ai déjà dit, je connaîtrai les gens qui vont intervenir. Ils sont définis. Pour cela que l'information elle doit être vérifiable, fiable et viable. C'est très, très important parce que si n'importe qui va m'introduire l'information alors qu'il n'a pas vraiment l'information, automatiquement la décision à la fin donc elle sera compromise parce que le résultat dépendra de l'information qu'on va introduire au début de mon processus. Donc, nommer les processus, l'événement déclencheur qui va déclencher le processus. Inscription, c'est le bachelier qui va déclencher le processus d'inscription d'un nouveau bachelier. Donc il arrive, il fait sa demande d'inscription, que ce soit en ligne ou bien en physique, en présentiel plutôt. Donc là, c'est un événement déclencheur qui va donner le signal de démarrage du processus d'exécution, d'inscription d'un nouveau bachelier. La même chose pour d'autres ordres de fabrication. Le client qui arrive, il veut un produit nouveau dans une entreprise. On lui demande, par exemple, voilà le schéma et le processus de fabrication de ce nouveau produit, donc il sera entamé.
et ainsi de suite. Donc, aussi pour acheter donc un produit, le client il arrive avec sa facture, bien avec un devis, ou bien il se présente donc au guichet, donc, ou bien n'importe qui, qui est chargé de commercial dans une entreprise, et le processus d'achat ou bien de facturation est entamé. Donc, c'est un événement déclencheur. Donc, l'état final commandant qui sera et la liste des acteurs qui seront tous concernés, les gens qui sont concernés par ces processus aux différentes étapes de vie de ce processus. La deuxième étape, c'est un diagramme de haut niveau. Nous avons déjà parlé de ça, on l'appelle comme ça, ou bien c'est la vision macro de votre processus. En général, il faut mettre juste les étapes les plus importantes sans mettre beaucoup de détails parce qu'il commence à devenir un peu lourd pour avoir une vision globale qui va faire quoi pendant donc, ce processus. Donc, il est préférable de nommer chaque activité, inscription, information si vous voulez, dépôt de dossier, paiement, qui va faire le paiement, il va faire le paiement, récupération des documents, où est-ce qu'il va les récupérer, chez qui, ainsi de suite. Donc, c'est les détails. Et il vaut mieux mettre un acteur par activité. Et si on pense à mettre 6 à 12 étapes dans chaque macro-processus, donc déjà, nous avons une dizaine de personnes qui vont intervenir. Donc là, et bien sûr, l'ordre chronologique, je ne peux pas donner les papiers à un étudiant sans qu'il passe par les différentes étapes d'un processus, bien paiement, inscription, paiement, demande et ainsi de suite. Donc il y a un ordre bien précis pour ce processus-là. Donc, comme troisième étape, donc à l'échelle micro, donc on peut aller plus loin par rapport à l'échelle macro. Donc là, il faut détailler les activités. Qu'est-ce qui va faire quoi, à quelle étape. Chaque étape doit être définie par son acteur et ses différentes tâches qu'il va faire cette personne. Des fois, donc, vous avez un processus qui est en parallèle. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se faire? Donc, automatiquement, donc, nous allons l'envoyer peut-être dans un processus parallèle où il va faire donc un certain nombre d'étapes pour qu'il puisse rejoindre le processus principal. Donc, ça peut se faire comme ça. Les événements finaux, à la fin, on vient voir quelque chose, donc c'est le résultat, c'est l'objectif final. Et les sous-processus, donc c'est ça, en fait, c'est l'étape la plus détaillée. Les différentes étapes doivent être définies d'une manière explicite pour chaque sous-processus. La quatrième étape, développer les sous-processus, donc chaque processus global. Donc, il y a des sous-processus. On peut considérer, par exemple, l'inscription d'un nouveau bachelier. Le paiement, c'est un sous-processus. La récupération des papiers, sous-processus, et ainsi de suite. Donc, on peut détailler l'activité globale en sous-activités qu'on peut appeler des sous-processus. Et à la fin, mais bien sûr, donc, ajouter les processus externes. Donc, si, par exemple, je prends le cas des inscriptions de nouveaux bacheliers, sachez bien que pour arriver à exécuter donc le processus d'inscription des étudiants bacheliers et des nouveaux bacheliers, sachez bien qu'il y a toute une équipe en parallèle qui travaille. Donc, pas uniquement moi. Donc, nous sommes les acteurs, les activités principales, du début jusqu'à la fin. Mais sachez bien que pour faire, par exemple, les inscriptions au niveau du centre de calcul, il faut que M. Saïd travaille. Il faut qu'il prépare les salles. Il faut qu'il prépare le centre de calcul. Les moyens généraux, il faut qu'il mette les moyens. Donc, ce sont des processus qui sont externes et qui sont une boîte noire pour moi. Moi, je vais juste demander et déclencher donc, le processus des moyens généraux, le processus du centre de calcul. Donc, tout ça, c'est pour juste faire le processus principal qui est l'inscription des étudiants ou bien des nouveaux bacheliers. Donc, même l'agent comptable, donc, il est mobilisé. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont mobilisées, qui se font en parallèle, rien que pour exécuter donc, ce processus principal qui est l'inscription des nouveaux bacheliers. C'est terminé, donc je vous remercie pour votre attention, mais j'aimerais bien vous montrer quelque chose. Parmi les livrables